Des trafiquants de drogue présumés sont relâchés, faute de juge. Ça se passe à Pontoise et Mario Bazac nous explique tout. Le SAMU de Strasbourg pointé du doigt après la mort de Naomi Musenga. Nous irons au palais de justice de Paris où une mère est jugée en appel pour financement du terrorisme. Après le double meurtre dans la Drôme, Olivier Madinier s'est rendu dans le village, traumatisé. Aux États-Unis, un ADN inculpé pour viol, mais on ne sait pas à qui il appartient. Je veux absolument commencer cette émission par une affaire qui provoque énormément de remous. Elle se passe au tribunal correctionnel de Pontoise qui a dû renvoyer une audience. Alors cette audience, elle concerne un réseau qui est soupçonné de trafic de drogue international. 8 trafiquants de drogue présumés ont été relâchés avant leur jugement. Mario Bazac, bonjour, vous êtes avec nous. Alors s'il vous plaît, expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors ce procès initialement, il devait avoir lieu mardi. Ces 8 personnes, elles sont soupçonnées d'avoir importé de la drogue, de la cocaïne, de l'héroïne, des drogues de synthèse, du cannabis depuis les Pays-Bas vers le Val d'Oise et de revendre ensuite cette drogue autour de Bordeaux. Mais la juge qui devait présider cette audience est grièvement tombée malade. Elle a dû être hospitalisée en urgence et le tribunal de Pontoise n'est pas parvenu à la remplacer. Alors le procès a été reporté au mois de mars 2019. Ces 8 personnes, elles ont donc été relâchées, placées sous un contrôle judiciaire avec des obligations très strictes. Alors pour comprendre pourquoi elles ont été relâchées, il faut en fait s'appuyer sur l'article 179 du Code de la procédure pénale. Vous allez le voir, je cite, « Les mises en examen en détention provisoire sont automatiquement libérées si l'affaire n'a pas été jugée dans les 6 mois suivant la signature d'une ordonnance de renvoi ». Alors dans cette affaire, l'ordonnance avait été signée au mois de février. Le procès n'aura finalement lieu que dans 9 mois et donc ces personnes ont été relâchées. Marie, c'est très clair, mais sincèrement, il n'y avait pas moyen de remplacer la juge ? Alors là, ce qui s'est passé, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'il y a déjà 4 postes de magistrats qui sont vacants au tribunal de Pontoise, des magistrats en arrêt maladie, certains en vacances, d'autres à temps partiel. Il ne restait donc que très peu de juges pour présider cette audience. Et puis, autre problème, parmi ces juges qui auraient pu présider l'audience, il y en avait qui avaient déjà statué dans ce dossier comme juge des libertés et de la détention. Ils ne pouvaient donc pas présider cette audience. Et puis, pour les autres, il était tout simplement impossible de prendre la relève au pied levé dans une affaire aussi complexe et pour un procès qui aurait dû durer 4 jours. Merci, Mario Bazac. Alors, je me tourne vers vous, Michel Bernard-Requin. Vous êtes magistrat honoraire, vous avez présidé une cour d'assises. Alors, si on comprend bien, une juge tombe malade et c'est tout l'édifice qui s'effondre. Ça n'est pas si simple, mais quand on est à flux tendu, il arrive que la petite pierre qui manque sur un édifice qui est lui-même fragilisé fait que l'édifice s'écroule ou vacille. Là, certains juges ont été sollicités. Je suis certain. C'est pas une bavure, c'est pas une erreur, c'est pas une faute. Mais est-ce qu'on s'accorde alors sur dysfonctionnement ? On s'accorde sur misère institutionnelle, prolongée, chronique et qui devient insupportable. Voilà sur quoi je vais m'accorder. Je pense que les juges qui ont été sollicités, soit, comme vous l'avez très justement dit, madame, étaient déjà intervenus. Dans une juridiction moyenne, ça arrive, les juges des libertés. Or, là, c'est clair, on ne peut pas avoir déjà connu d'une affaire et être ensuite membre de la formation de jugement. Donc, je ne veux pas être trop longue, mais il restait quoi ? Il restait à trouver un autre ou une autre présidente et un autre ou d'autres assesseurs. Bon. Pourquoi n'ont-ils pas pu ? Ils avaient encore quelques semaines pour le faire. Je crois qu'ils avaient même jusqu'au mois d'août pour arriver aux 6 mois. Ouais, c'est ça. Mais soit ils ont pensé, maintenant ça suffit, mes week-ends sur mes dossiers, mes vacances interrompues, mes audiences surchargées, ça suffit, je l'ai déjà fait, je le fais depuis des années, rien ne change. Soit ils ont simplement dit, en conscience professionnelle, je ne peux pas étudier ce dossier. Alors, quand vous me parliez tout à l'heure de misère, c'est vrai que les chiffres vous donnent raison. Mario Bazac m'a communiqué des chiffres. Oui, en Europe, c'est terrible. Il y a une étude du Conseil supérieur de la magistrature, là c'est en France, sur les magistrats du siège et du parquet, 500 postes vacants. Oui, donc ça c'est énorme. Là je vous rejoins, on est d'accord, il manque des juges. Oui, il manque des juges. Mais pourquoi ? Il manque aussi des greffiers.
Pourquoi? Mais ça, écoutez, j'entends ça depuis 20 ans et ça ne s'améliore pas. Ça s'améliore pas du tout. Pourquoi? On a quand même des candidats juges. On a augmenté aussi le recrutement parallèle. Il y a le concours avec un certain nombre de postes offerts au concours, davantage, plus le recrutement parallèle qu'on a un petit peu ouvert, qu'on a davantage ouvert. Ça ne suffit pas. Il faut faire un effort énorme. Alors quand j'entends parler de misère institutionnelle ou de disette des finances, chaque fois j'entends dire sauf la police, sauf la justice, sauf la santé. Mais sauf que ça ne s'arrange pas. Philippe Henry-Honegger, bonjour. Vous êtes avocat pénaliste du cabinet Rebonne et Associés. Alors pour les avocats, une affaire comme celle-là, c'est une bénédiction. Vous vous engouffrez dans la brèche. Non, mais on peut comprendre que les personnes puissent s'émouvoir du fait qu'on libère des personnes comme ça qui auraient dû ou qui auraient pu être jugées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la règle, c'est pas qu'on doit être jugé dans les 6 mois. La règle, c'est qu'on doit être jugé dans les 2 mois. 2 plus 2 plus. Qu'on peut apporter une exception une fois, d'être jugé dans les 4 mois, qu'on peut apporter une exception 2 fois, d'être jugé dans les 6 mois. Ça veut dire que ces personnes-là, en réalité, par 2 fois déjà, on leur a dit exceptionnellement, on ne va pas vous juger dans la durée légale, on va repousser de 2 mois. Exceptionnellement, on ne va pas vous juger dans la durée légale, on va encore vous juger dans les 2 mois. Et finalement, arrivé à cette période de 6 mois, on leur dit c'est trop tard. Il y a des règles qui sont faites pour qu'on ne puisse pas maintenir les gens en détention trop longtemps parce qu'il faut qu'ils aient le droit d'être jugés rapidement. Alors je reviens vers vous tout de suite. Mais d'abord, vous parliez de détention provisoire. Justement, la détention provisoire, c'est quoi? Vous allez tout savoir grâce au point de droit de Marianne Murat. La détention provisoire, anciennement appelée détention préventive, est une mesure d'incarcération d'une personne mise en examen au cours d'une enquête. En d'autres termes, en attendant son procès, la personne suspectée reste en prison. La mise en détention provisoire ne peut avoir lieu que si la personne encourt une peine criminelle, que si la personne encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans, ou si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle n'est ordonnée que si le contrôle judiciaire ou le bracelet électronique sont insuffisants pour conserver les preuves, pour empêcher une pression sur les témoins ou une concertation avec les complices, pour garder le suspect à disposition, mettre fin à l'infraction ou mettre fin aux troubles à l'ordre public. La durée de la détention provisoire varie selon la gravité des faits reprochés. Pour un crime, la durée initiale ne peut excéder 1 an. Elle peut ensuite être prolongée par période de 6 mois. Au total, 2 ans lorsque la personne mise en examen risque une peine inférieure ou égale à 20 ans, 4 ans en cas de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds, crime en bande organisée, et 3 ans dans les autres cas. Pour un délit, la durée initiale ne peut excéder 4 mois. Si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour un crime ou une peine supérieure à 1 an, et si la personne mise en examen encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans. Dans tous les autres cas, la détention provisoire peut être prolongée tous les 4 mois pour 1 an maximum. Cette durée est portée à 2 ans si le délit est commis hors de France et s'il est passible de 10 ans de prison. Dans le cadre d'une comparution immédiate, la personne peut être placée en détention provisoire en attendant le procès et si le tribunal n'a pas pu siéger le jour même de la fin de la garde à vue. Le procès doit alors avoir lieu dans les 3 jours ouvrables, sans quoi la personne est libérée. Philippe Henry-Honegger, on a tout compris sur la détention provisoire. Les textes sont là. Mais l'opinion publique, quand elle voit ce qui s'est passé à Pontoise, là, vous comprenez qu'elle soit choquée? Je pense que l'opinion publique, elle peut être choquée, et j'ai envie de vous dire tant mieux qu'elle le soit. Parce qu'il ne faut pas que cet événement, qui est quand même relativement ponctuel, vienne cacher la réalité de la justice aujourd'hui, qui est que les délais sont très longs. Parfois, c'est favorable, comme dans ce cas-là, aux justiciables. Le problème, c'est que dans l'immense majorité des cas, ça leur est défavorable. C'est défavorable aux personnes qui sont prévenues ou qui sont poursuivies, qui font des durées de détention parfois très très longues, souvent trop longues. Mais il ne faut pas oublier non plus pour les autres justiciables, parce que là, on parle de la justice pénale, mais il y a le reste de la justice, où il y a un problème de déficit du manque de magistrats, avec des durées parfois d'audiencement des dossiers qui sont extrêmement longues. Et dans ces cas-là, on s'en plaint un peu moins parce que c'est moins spectaculaire, mais c'est tout aussi problématique. Oui, mais on a quand même, alors ils sont présumés innocents bien entendu, mais on a quand même remis en liberté des trafiquants de drogue présumés à cause d'une faille du système. Comment voulez-vous que les gens, que l'opinion comprennent, admettent ça? Mais c'est pas une faille du système. Alors c'est quoi? Le système, il dit qu'on a le droit de détenir des gens provisoirement
pour une durée qui est limitée. Pourquoi ? Pas pour faire plaisir au système, simplement parce qu'on dit on ne peut détenir trop longtemps des gens parce que c'est contraire à leurs droits, parce que c'est contraire à la manière dont on veut vivre ensemble et que c'est pas comme ça qu'un système judiciaire peut fonctionner. À l'issue, on les remet en liberté, mais ces gens-là, ils sont remis en liberté, mais ils seront jugés un jour. Ils seront renvoyés devant le tribunal et ils pourront être réincarcérés. Alors attention, Alors là, parce que Michel Bernard Requin n'est pas content. Ah oui, là, Vous avez fâché Michel Bernard Requin. Non, me fâcher, non. Non, je suis arrivée à l'époque de la sérénité. D'accord. Du moins, j'espère. Je serais curieuse de voir ce qui va se passer au mois d'août et s'ils vont se présenter devant la juridiction. Je serais très curieuse de le voir et j'espère que vous suivrez ça aux actualités. Avec plaisir. Parce que la fameuse détention provisoire que vous n'aimez pas, mais qui est absolument indispensable, elle a notamment pour fonction de maintenir à la disposition de la justice des personnes dont on n'est pas du tout sûr qu'elles vont se présenter et qui risquent des peines lourdes. Et là, vu l'incrimination, ces personnes sont soupçonnées de faits graves, qui risquent des peines lourdes. Et vous allez voir si ces personnes seront présentes ou pas au mois d'août. Moi, hélas, je dis bien hélas, je redoute qu'elle ne le soit pas. Alors Philippe-Henri Honegger, l'avocat à la parole. On peut le craindre, et très certainement s'ils étaient maintenus en détention provisoire, c'est que ces risques qui étaient le risque de fuite, le risque de réitération, ils avaient été caractérisés par des magistrats. Et de soustraction à l'action de la justice. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi, c'est que de mon expérience, parce que ça arrive relativement régulièrement qu'on arrive à faire sortir des personnes sur des problèmes de procédure, qui se retrouvent libres et qui, de manière assez régulière, en fait, se représentent devant la justice. Pour une raison extrêmement simple, c'est que, en réalité, ils ont envie de se défendre. Et que le jour du procès, s'ils sont absents, ils savent très bien qu'ils seront moins bien défendus que s'ils étaient absents, que s'ils étaient présents. Et la deuxième raison, c'est que se mettre en cavale, ça coûte très cher. Et c'est très compliqué. Et que très souvent, ils préfèrent venir à leur jugement et savoir ce qu'il en est, plutôt que de rester dans une situation très précaire qui, au final, se retournera contre eux. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, on se fait rattraper par la justice. Même dans des affaires de trafic de stupéfiants interfrontières comme là. Oui. Même dans des affaires comme ça. Parce que je la connais pas, cette affaire. Donc, vous avez raison. Oui. J'en sais rien, je les connais pas. Mais j'imagine que pour la plupart d'entre eux, c'est des Français. Se mettre en cavale en France, c'est extrêmement compliqué. Ça voudrait donc dire aller à l'étranger. Et vivre à l'étranger dans ces conditions-là, ça coûte très cher, c'est très dur. La plupart des gens, ils reviennent. Moi, j'ai des affaires dans lesquelles on a des personnes qui ont pris la fuite, pas forcément sur des problèmes de procédure. Ils ont pris la fuite, ils se sont installés dans un autre pays. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ils m'appellent en me disant « Maître, appelez le juge, je veux me rendre, j'en peux plus, il faut absolument que je me rende à la justice ». Je vous remercie de ces précisions. Je ne vous mettrai pas d'accord, mais tel n'était pas mon objectif. Merci en tout cas de ce débat contradictoire. Je voudrais maintenant vous ramener au 29 décembre dernier. Ce jour-là, Naomi Musenga, une jeune mère de 22 ans, décède quelques heures après son appel à l'aide au SAMU. Le scandale éclate en mai après la diffusion de l'enregistrement passé par la jeune femme au SAMU. On entend Naomi au plus mal et une opératrice du service d'urgence qui se moque d'elle. Alors l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, a rendu des conclusions accablantes. Mario Bazac nous détaille le contenu du rapport avec David Brunet. Dans son rapport, l'IGAS charge le SAMU de Strasbourg. Elle met d'abord en avant les réponses non adaptées de l'opératrice de régulation des appels qui ont entraîné un retard de prise en charge de 2h20. Les inspecteurs pointent aussi le ton moqueur et dur employé par l'opératrice au moment de sa conversation avec Naomi Musenga et rappellent la nécessité de transférer l'appel à un médecin régulateur, ce qui n'a pas été fait par l'opératrice. Le rapport pointe aussi les mesures insuffisantes prises à la suite de l'incident. Dans la foulée, le responsable du SAMU a annoncé sa démission. Mais pour la famille de Naomi Musenga, plusieurs questions restent toujours en suspens 6 mois après la mort de la jeune femme. Ça ne donne toujours pas la raison de pourquoi notre sœur elle est morte, en fait, tout simplement. Et nous, en fait, c'est ce qu'on veut savoir de pourquoi elle est morte, la vérité sur ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu tous ces dysfonctionnements en fait à l'hôpital civil, du début à la fin, quoi. Et voilà, c'est ce qu'on veut savoir et on ne sait toujours pas. Naomi Musenga est décédée des suites d'une défaillance multiviscérale sur choc hémorragique. Selon l'IGAS, seule une expertise clinique permettrait de mesurer la perte de chance de survie de la jeune femme suite au délai de prise en charge. De leur côté, les syndicats regrettent qu'il ait fallu un tel drame pour alerter sur le manque de moyens du SAMU. Depuis plus de 10 ans, nous parlons effectivement d'une anomalie de fonctionnement.
au SAMU de Strasbourg. Les agents, ils peuvent rien. Quand on manque de personnel, évidemment, il y a des dérives. Au-delà de la situation personnelle de la personne qui a appelé, vous avez aujourd'hui, on a pointé du doigt un dysfonctionnement réel de l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est le SAMU. Mais je vous rassure, si je puis dire, il n'y a pas que le SAMU. Tout l'hôpital est en mal. Aujourd'hui, on a un manque de personnel ou alors on a un personnel qui est fatigué. Et je le dis toujours et je le recite, nous sommes dans la maltraitance véritable pour nos agents. En conclusion de son rapport, l'IGAS préconise un plan d'action pour réformer les procédures de prise en charge et renforcer les contrôles en interne. En parallèle, l'enquête judiciaire se poursuit. Le parquet de Strasbourg a ouvert au mois de mai une enquête préliminaire du chef de non-assistance à personne en péril. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur CNews. Je vous propose de l'écouter avant de réagir en plateau. Il y a eu un dysfonctionnement grave avec un manque d'humanité qui est intolérable quand on parle de quelqu'un de malade. Donc évidemment, sur le plan humain, c'est intolérable. Et quand en plus ça aboutit au décès de quelqu'un, ça doit être sanctionné. Les sanctions ont été prises, Monsieur Elkabbach, vous le savez, d'une part contre l'opératrice qui a répondu et le chef de service du SAMU a donné sa démission. Est-ce qu'il y aura d'autres sanctions internes et administratives? Non, pour l'instant, sur Strasbourg, les sanctions ont été prises. Par contre, j'ai exigé de la part de tous les urgentistes français une feuille de route le 1er juillet prochain pour, d'une part, améliorer la formation de ceux qui répondent au téléphone, que ce soit les opérateurs ou les médecins, qu'ils améliorent leur procédure interne de traitement des appels et surtout qu'ils mettent en place dans tous les SAMU de France un contrôle qualité, une démarche qualité. Philippe-Henri Honegger, est-ce que la famille peut se satisfaire du contenu du rapport et puis de ce qu'annonce la ministre de la Santé? Je ne sais pas ce que la famille, elle veut et elle peut. Ce que je sais, c'est que là, on a des sanctions vraisemblablement administratives qui ont été prises. La partie administrative, ça regarde l'administration. Il reste un volet judiciaire et qui n'est pas négligeable, dans lequel ces personnes, évidemment, ils peuvent se porter partie civile. Il y a une enquête qui est en cours pour une mise en danger de la vie d'autre, non-assistance à personne en danger. Ils pourront être partis à cette procédure. On peut même se demander, dans une certaine mesure, si on ne pourrait pas aller chercher l'homicide involontaire parce qu'il y a une faute et il y a une responsabilité qui a conduit à la mort de cette dame. Ça sera aux enquêteurs, à la justice, de faire toute la vérité sur les chaînes de causalité, sur les responsabilités des uns et des autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, le volet judiciaire, il ne va pas s'en arrêter là et que la famille, elle a un rôle à jouer là-dedans. Michel Bernard-Requin, vous, oui, tout à fait. Place au volet judiciaire? Je souscris, oui. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on peut presque faire un parallèle avec le premier sujet que nous avons abordé il y a un instant, à savoir que dans les deux cas, vous avez l'épuisement de quelqu'un qui participe au service public. Et parce que je ne sais pas si, moi aussi j'ai entendu la réponse téléphonique. Comme tous les Français, tous mes concitoyens, j'étais choquée par cette réponse téléphonique à cette malheureuse qui était en train de perdre la vie. Mais c'est intéressant de voir la notion d'épuisement d'un membre du service public qui, par moment, peut dysfonctionner. Merci de ces précisions sur cette affaire. Alors, dans quelques minutes, surtout, vous restez avec nous. Après la pause, nous retrouvons en direct Noémie Schulz. Elle suit le procès en appel de Nathalie Haddadi, condamnée à 2 ans de prison ferme pour financement du terrorisme. A tout de suite. Dans quelques minutes, direction la Drôme pour retrouver Olivier Madinier. Il nous donnera ses toutes dernières infos sur le double meurtre de 2 personnes âgées. Le procès en appel de Nathalie Haddadi, condamnée en septembre 2017 à 2 ans de prison ferme pour financement du terrorisme, se tient à Paris aujourd'hui et demain. La justice estime que cette mère a envoyé de l'argent et payé des billets d'avion à son fils. Son fils est un djihadiste franco-algérien présumé mort en Syrie. Alors Noémie Schulz, vous êtes en direct au Palais de justice de Paris. Le procès est sur le point de débuter. On sait que Nathalie Haddadi a fait appel de sa condamnation. Elle affirme que l'argent envoyé n'était pas destiné au djihad. Oui, alors Nathalie Haddadi n'a pas souhaité s'exprimer face aux caméras avant le début de l'audience, mais elle nous a confié qu'elle était aujourd'hui beaucoup plus sereine qu'il y a 8 mois lors du procès en première instance. D'abord parce que son affaire est audiencée, c'est-à-dire programmée sur 2 demi-journées. À l'époque, en septembre, elle avait été programmée seulement sur 1 demi-journée et les débats s'étaient terminés à 4 heures du matin dans un contexte de tension extrêmement fort. Et puis, nous a-t-elle dit, j'ai confiance
devant la justice. Pourtant, en septembre, elle n'avait convaincu ni le procureur de la République, ni les magistrats qui l'ont condamnée à 2 ans de prison ferme. Une peine qui était certes aménageable, elle n'était pas obligée d'aller en prison, mais qu'elle a trouvé profondément injuste. Et c'est ce qui l'a d'ailleurs amené à faire appel, d'où ce nouveau procès aujourd'hui et qui est sur le point de s'ouvrir. Noémie, est-ce que sa ligne de défense a changé ? Alors là aussi, elle n'a pas voulu nous en dire trop avant l'ouverture du procès, mais Nathalie Haddadi, elle maintient qu'elle n'était pas au courant des projets de son fils de se rendre en Syrie, où il a trouvé la mort. J'ai été manipulée par lui, voilà ce qu'elle nous a dit il y a quelques minutes. Parfois, les proches d'une personne qui se suicide, qui se donne la mort, découvrent le mal-être de cette personne une fois qu'il est trop tard. C'est l'exemple qu'elle a pris. Eh bien, c'était pareil pour moi et c'est le message qu'elle va tenter de faire passer auprès des magistrats de la cour d'appel. Elle dit notamment que si elle a envoyé de l'argent à son fils alors qu'il était en Malaisie, c'était pour qu'il puisse s'acheter à manger, pour qu'il puisse s'acheter des médicaments parce qu'il lui disait qu'il était malade. Elle dit qu'elle n'a jamais imaginé qu'il allait en profiter pour se rendre en Syrie. L'audience, voilà, qui doit se tenir aujourd'hui et demain et qui sera ensuite mise en délibéré. Merci beaucoup Noémie Schulz, en direct du Palais de Justice de Paris. Alors, Philippe-Henri Honegger, je me tourne vers vous. Ce qui vous intéresse particulièrement dans cette affaire, c'est qu'elle concerne le financement du terrorisme. C'est surtout l'utilisation qu'on fait de cette infraction de financement du terrorisme. J'imagine qu'à l'origine, ou quand on y pense de manière générale, quand on pense au financement du terrorisme, on ne pense pas à une maman qui va envoyer à son fils quelques centaines d'euros pour s'acheter un billet d'avion ou s'acheter des médicaments. C'est pas le cas qui était visé initialement. Le problème, c'est que en matière terroriste, on a l'impression que ça marche comme une maladie contagieuse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été en contact d'une manière ou d'une autre, il faut absolument mettre en quarantaine. Et donc, une mère, elle est en contact avec son fils, on lui envoie de l'argent, c'est une maladie contagieuse. On ne se pose pas la question. De toute façon, elle est forcément liée au terrorisme. Michel Bernard Requin, c'est vrai, oui, vous réagissez. C'est vrai que c'est pas facile de savoir si cet argent est lié au terrorisme ou pas. Pour la justice. C'est facile, mais je vais reprendre l'exemple donné par mon interlocuteur. Maladie contagieuse. À un certain stade, la maladie, elle apparaît. Les symptômes sont visibles, les signes sont évidents. Et donc, quand les personnes qui entourent les djihadistes et qui les aident disent « je ne savais pas qu'il allait dans cette direction-là, je ne savais pas les options qu'il prenait, je ne savais pas qu'il était en Syrie », certes, il appartient à l'accusation de démontrer qu'il savait. Mais la maladie contagieuse qui n'apparaît pas aux proches, pas du tout. En la matière, on s'aperçoit souvent que les proches sont soit partie prenante, soit tiennent des discours exactement similaires à celui de l'apprenti djihadiste ou du djihadiste, soit sont en tout cas informés. Je vous propose maintenant, après avoir fait le tour de cette affaire et en attendant le procès, de partir en région. Nous allons d'abord à Saint-Marcel-les-Sauzets. C'est dans la Drôme, près de Montélimar. Nous vous parlions hier du double meurtre de personnes âgées. Les autopsies confirment l'extrême violence de ces meurtres. Sur place, on retrouve Olivier Madinier, qui est correspondant CNews à Lyon. Olivier, dans cette petite commune où vous êtes, c'est le choc. Oui, absolument. C'est un choc partagé avec un sentiment d'effroi 48 heures après la découverte de ce crime. Ici, dans ce petit village de 1200 habitants, niché au cœur de la Drôme provençale. Alors, les habitants parlent entre eux de ce crime atroce, mais dès qu'ils croisent un journaliste, ils préfèrent se murer dans le silence. Il faut dire que ici, tout le monde connaissait au moins de vue Jeanne Lelon, cette retraitée de 84 ans qui vivait dans sa grande maison isolée sur les hauteurs du village. L'autre victime, ce retraité de 67 ans qui lui rendait régulièrement visite, lui était originaire d'un village situé à une vingtaine de kilomètres d'ici. Alors Olivier, on a, je crois, les premiers résultats de l'autopsie.
Oui, des premiers résultats communiqués hier soir par le procureur de la République de Valence qui confirme que les 2 victimes ont été tuées de plusieurs coups de couteau, de nombreux coups de couteau, dit-il. Il précise, il s'agit d'un acte d'une sauvagerie barbare. Ce sont ces mots c'est ce qu'il nous disait hier soir. Alors, l'enquête à ce stade continue. Aucune piste n'est privilégiée. Les enquêteurs continuent de fouiller les alentours de la maison. Ils ont fouillé le puits, ils ont fouillé les champs autour de la maison à la recherche du moindre indice, à la recherche aussi de l'arme du crime qui pourrait peut-être leur fournir une trace ADN. Merci Olivier Madinier, correspondant CNews à Lyon. Et vous étiez en direct avec nous de Saint-Marcel-les-Sauzets. Alors Michel Bernard-Requin, dans une affaire comme celle-là, c'est vrai que les premiers moments de l'enquête sont importants. Il faut d'abord une enquête de voisinage. Oui, parce que souvent, dans un certain nombre, hélas, de faits criminels, on s'aperçoit souvent que les proches sont impliqués. Mais c'est plutôt quand les enfants sont victimes, d'ailleurs, qu'on le constate. On aimerait bien tous que le crime disparaisse. On aimerait bien que la sécurité soit bien assurée. Ça, c'est sûr. Et que la barbarie cesse. Il faut à la fois être révulsé et indigné de ce qui vient d'être découvert et comprendre que cela existe. Voilà. Les hommes peuvent être auteurs de crimes de ce type. Donc maintenant, police technique et scientifique, enquête, il faut travailler et les habitants ont raison de ne rien dire. Il faut vraiment laisser l'enquête se faire. Partons maintenant, si vous le voulez bien, à Toulouse, où un homme a été grièvement blessé la nuit dernière à l'arme blanche. Son agresseur court toujours. Les précisions de Luc Escoda du syndicat de police Alliance. Ça s'est passé la nuit et la victime c'est un voisin quoi, c'est une personne qui habitait là, c'est au pied de son immeuble que ça s'est passé. Dans le quartier près de Rangueil, apparemment ce serait parti d'une simple demande de cigarette, oui, il y a un individu qui a pris un coup de couteau et l'autre qui a pris la fuite. Il semblerait que la victime connaissait son agresseur puisqu'elle a pu donner son identité apparemment, mais l'identité est encore à vérifier, l'auteur est en fuite. L'enquête est en cours et c'est la sûreté départementale de Toulouse qui traite ce dossier-là. Le parquet a requis l'acquittement du nationaliste corse Pierre Paoli, soupçonné d'avoir été le chef de groupe clandestin armé FLNC et jugé aux assises de Paris aux côtés de 7 autres accusés pour des attentats sur l'île en 2012. Le parquet a requis jusqu'à 6 ans d'emprisonnement à l'encontre des autres accusés pour ces attentats contre des résidences secondaires qui avaient été revendiqués par le FLNC. On continue maintenant notre tour des régions. Beaucoup de faits divers aujourd'hui dans les quotidiens régionaux. C'est la revue de presse de Mathieu Horstmann. La Voix du Nord raconte cette audience devant le tribunal correctionnel d'Arras. Un homme de 28 ans, déjà condamné pour viol, est accusé d'avoir imposé une fellation à un enfant de 6 ans. Il aurait aussi entretenu une relation téléphonique avec une fillette de 11 ans, lui demandant avec insistance des photos dénudées. En outre, des images pédopornographiques ont été retrouvées dans son téléphone. Auteur en plus d'autres types d'infractions, le prévenu, déjà incarcéré en 2007, nie tous les faits de nature sexuelle face à des familles en colère. L'expert psychiatre se montre formel. Le pronostic est sombre et les risques de récidive élevés, dit-elle dans son rapport, soulignant un individu dans le déni de sa déviance pédophile. Fait exceptionnel dans un tribunal correctionnel, l'homme est condamné à 7 ans de prison ferme avec un suivi socio-judiciaire de 10 ans. La Nouvelle République relate l'agression d'un sexagénaire à Tours hier sur le pont de Fil. Vers 14h15, un homme torse nu, âgé de 30 ans, est aperçu déambulant, un couteau à la main. Repéré par la brigade anticriminalité, il est interpellé alors qu'il tentait de pousser un homme âgé de 60 ans par-dessus la rambarde du pont. Il est maîtrisé par un coup de pistolet à impulsion électrique après avoir menacé les policiers avec son couteau. L'individu, non fiché S, a été placé en garde à vue au commissariat de Tours pour tentative d'homicide, violence avec arme, y compris sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le procureur souligne par ailleurs le sang-froid des policiers qui ont choisi de ne pas ouvrir le feu. La Dépêche revient sur le verdict de ce procès pour infanticide. Un homme et une femme ont été condamnés à 15 et 13 ans de prison pour des maltraitances ayant conduit à la mort d'une fillette de 30 mois au printemps 2015. Pourtant, l'avocate de la mère de l'enfant avait demandé la relaxe. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est l'omission d'avoir porté secours à sa fille. Mais quand on donne la vie, je ne pense pas qu'on puisse la reprendre, a-t-elle plaidé. Mais qui a brûlé la petite? Qui lui a cassé le bras? Qui est responsable de cet environnement qui a provoqué la mort? Interroge le journal Méridional. L'avocate générale résume: c'est impossible pour l'un comme pour l'autre de ne pas se rendre compte des blessures de cette fillette. Une association de protection de l'enfance conclut: c'était le minimum que la justice soit rendue à la petite.
On se retrouve après une courte pause, direction les États-Unis, où un ADN a été inculpé. Vous avez bien entendu, c'est pas un homme, c'est juste un ADN. A tout de suite. Dans quelques instants, une histoire hors du commun. Aux États-Unis, on inculpe maintenant un ADN. Vous ne rêvez pas, hein, on pourrait avoir un jour un profil génétique sur le banc des accusés. Nous avions déjà évoqué dans le grand JT des faits divers cette affaire à Limoges. Une femme de 35 ans avait été retrouvée enterrée dans un jardin. Son compagnon a été interpellé. Pour en parler avec nous, nous retrouvons Franck Jacquet au téléphone, journaliste au Populaire du Centre. Alors Franck, l'enquête a vraiment connu une avancée marquante avec cette interpellation. Oui, effectivement. Depuis hier, le principal suspect de cette affaire a été interpellé à Alfortville, dans le Val-de-Marne, donc assez loin de Limoges. Il a été interpellé sur la voie publique en pleine journée et transféré dans la nuit donc au commissariat de Limoges, où il est en garde à vue depuis mardi soir. Donc ce qui fait qu'en fait il y a encore beaucoup de choses qui restent à confirmer dans cette affaire. On attend que le procureur s'exprime. On en saura peut-être plus demain parce que la justice ne veut pas s'exprimer avant la fin de la garde à vue justement de ce suspect. On ne sait pas son âge, on ne sait pas son nom. Il est suspecté d'avoir eu quelques relations avec la victime et donc il était dans le viseur des policiers depuis maintenant 15 jours puisque la police avait lancé un avis de recherche notamment contre cet individu. Alors Franck Jacquet, les enquêteurs précisent quand même que d'autres personnes pourraient être entendues dans les prochains jours. Est-ce que vous avez cette information également? Non, vous me l'apprenez. Donc, ceci dit, bien sûr, les enquêteurs doivent, à mon avis, ne pas se fier qu'à une seule personne. C'est une mère de famille qui avait beaucoup de connaissances. Sa famille était à sa recherche, avait lancé aussi des appels de recherche par rapport à la disparition de la victime. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de gens à entendre effectivement dans cette affaire avant peut-être d'en dévoiler quelques éléments. Merci beaucoup, Franck Jacquet, journaliste au Populaire du Centre, qui suit cette affaire d'une femme de 35 ans retrouvée enterrée dans son jardin. Direction maintenant Villeneuve-Loubet. L'animateur d'une école élémentaire a été reconnu coupable de violence sur des enfants. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse. Nous sommes au téléphone avec Philippe Holst, qui est rédacteur en chef adjoint de Nice Matin. D'abord, Philippe Holst, que reprochait-on exactement à cet animateur ? Bonjour à tous. Alors, ce qu'on reprochait à cet animateur, effectivement, c'est des actes violents sur des enfants qui ont débuté le 24 mai. Et puis après, si vous voulez, les langues se sont déliées et il y a eu finalement des précédents et d'autres cas dans cette école élémentaire. Il faut dire que l'animateur municipal encadrait des activités périscolaires au sein de la commune de Villeneuve et donc il était à l'école élémentaire Anthony Fabre. L'animateur a reconnu les faits, il s'est excusé et il a expliqué que le coup de pied à un enfant c'était, je cite, pour l'effrayer. Oui, c'est vrai que c'est un peu court quand même comme ligne de défense. Parce que rien ne justifie déjà deux actes de violence n'importe où et encore moins à l'école. Alors, il explique aussi que c'est dû à qu'il était épuisé moralement au bord du burn-out. Bon, voilà, c'est une ligne de défense qui n'a pas tellement tenu. Et en fait, ces faits ont commencé le 24 mai, lorsque un père a récupéré son fils et qui lui a parlé d'une gifle. Et il y a eu un autre cas ensuite le 5 juin et là c'est un papa aussi qui a vu son enfant de 10 ans qui était perturbé à la sortie de l'école, enfin en fin d'après-midi, et finalement il a dialogué avec sa fille et sa fille lui a dit qu'elle avait pris carrément un coup de pied à la tête. Merci beaucoup Philippe Holst de nous avoir parlé de cette affaire très spectaculaire. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à Nice Matin. Nous ouvrons maintenant notre page internationale. Nous partons aux États-Unis. Et je vais vous poser une question. Est-ce qu'un profil génétique pourrait un jour se retrouver au tribunal? La question, elle n'est pas si saugrenue que ça. Elle n'est pas posée dans le vide. Parce qu'un inconnu a en effet été inculpé pour viol grâce à son profil ADN. Avant d'en parler avec nos invités, on regarde le sujet de Guillemette Allard. C'est une première à Washington. Mardi, la police de la capitale fédérale américaine a mis en examen un inconnu identifié seulement grâce à son ADN. L'homme est accusé d'avoir violé au moins 6 femmes entre le 22 août 1998 et le 6 février 2006.
Le mode opératoire est presque toujours le même. L'agresseur se glisse dans une chambre d'hôtel dans laquelle travaille une femme de ménage qu'il viole à l'aide d'un cutter, d'une corde ou d'une cravate. C'est en relevant des empreintes ADN similaires dans les différents hôtels que les enquêteurs ont réussi à élaborer un portrait robot de l'homme avec des détails précis comme la couleur des yeux, celle des cheveux, la morphologie faciale, l'âge estimé ou encore l'ascendance familiale. Cette mise en examen permet au procureur de continuer l'enquête en évitant la prescription, actuellement de 15 ans à Washington pour un viol. Une prime de 45 000 $ est offerte pour tout renseignement permettant de retrouver l'agresseur. En France, l'ADN a récemment permis de retrouver les parents de la petite martyre de l'A10, une enfant dont le corps avait été découvert le 11 août 1987. Nous sommes en ligne avec Pierre Ourcade, qui est avocat au barreau de Paris et de New York. Bonjour Pierre Ourcade. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous imaginez un jour défendre un ADN ? Ça pourrait arriver en France, puisqu'on sait que bien souvent, ce qui se produit aux États-Unis avec quelques années de retard arrive en France. Oui, on peut imaginer qu'une telle procédure puisse intervenir en France. Mais on a vraiment l'impression d'être dans les experts, là, dans une série télé. Si vous voulez, ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, c'est un profil génétique qui est sur le banc des accusés. On inculpe un ADN. Alors, ça se passe à Washington. Alors, il faut aussi noter que Washington, c'est la capitale fédérale des États-Unis, qui ne fait pas partie des 50 États, et que donc l'affaire dépend du gouvernement fédéral. C'est important parce que la peine de mort est applicable au niveau fédéral. Et en l'occurrence, la loi à Washington donc, autorise le procureur fédéral à inculper un inconnu sous ce pseudonyme de John Doe. Alors John Doe en français, on traduirait ça par citoyen lambda ou Monsieur Dupont. Et donc l'autorise à l'inculper si son identité est établie avec une certitude raisonnable avec son ADN, ce qui est le cas en l'espèce. Est-ce que l'opinion publique américaine est prête à ça ? Oui. Vous savez que les Américains se passionnent pour les procès. Puis là, c'est quand même un violeur en série qui est recherché depuis de nombreuses années. Donc l'opinion publique, les Américains sont beaucoup plus versés dans la technologie. L'ADN est utilisé depuis bien longtemps aux États-Unis, bien avant la France. Donc oui, l'opinion publique peut être surprise qu'un profil génétique soit sur le banc des accusés, mais je ne pense pas qu'elle le désapprouve. Effectivement, vous le disiez, c'est la question que je voulais vous poser. On a l'impression que c'est le tout science. On fait appel vraiment à la science pour les enquêtes maintenant. Oui, ça rappelle les séries américaines, les experts, etc. L'ADN, c'est la reine des preuves. C'est la reine des preuves. Il y a quelques années, il fallait prélever beaucoup d'ADN et maintenant un fragment infime d'ADN permet d'identifier donc un individu. Et comme le rappelait votre correspondante, cette inculpation permet également au procureur de prolonger les poursuites sans craindre l'effet de la procédure pénale qui est de 15 ans donc à Washington. Merci Pierre Ourcade, je le rappelle, avocat au barreau de Paris et de New York. Alors, je vous en prie. Alors Philippe-Henri Honegger, mais l'ADN ça peut présenter des failles quand même. Alors évidemment que l'ADN ça peut présenter des failles. Ce qu'il faut bien dire sur ça, je comprends un peu la formule qu'on puisse renvoyer un ADN devant le tribunal. En réalité, c'est plus qu'une formule, c'est une réalité. J'entends bien, mais en réalité, c'est de la cuisine judiciaire. L'idée, c'est simplement qu'on n'a pas identifié la personne qui est derrière cet ADN et que dans l'attente, on va le mettre en examen et puis on va voir. En France, on a déjà le cas. On le met dans les fichiers, on attend que ça matche, comme on dit, et puis au moment où on trouve la personne, on l'a mis en accusation. Oui, Michel Bernard-Requin, brièvement, allez-y. Il y a une grosse différence. En France, on n'a pas le cas de juger quelqu'un qui n'existe pas. Voilà. En France, on a un juge d'instruction. Donc on fait des informations judiciaires qu'on trixe. Et qu'on trixe, on rassemble des éléments. D'où l'histoire de la récente identification des parents de la petite fille de l'autoroute. Mais on ne va pas juger un ADN, la formule ne va pas. En France, encore une fois, on individualise aussi la peine. Donc on va juger quelqu'un dont on a démontré l'existence. Mais avant, en amont, pour éviter la prescription, le juge d'instruction va faire des actes de poursuite et de recherche qui vont faire repartir la prescription. Alors nous parlions des États-Unis, nous y étions, mais il y a beaucoup d'images spectaculaires de faits divers partout dans le monde. Olivier Chauve a sélectionné les meilleurs, notamment une destruction d'armes au Brésil au rouleau compresseur. C'est la rubrique dans le monde. L'image doit marquer les esprits.
Hier, c'est à l'aide d'un imposant rouleau compresseur que l'armée brésilienne a procédé à la destruction à Rio de 8500 armes soigneusement alignées. De vieux revolvers, des armes de poing, mais aussi des armes plus lourdes comme des mitraillettes, sous le regard attentif des militaires. La plupart sont issus de saisies lors d'opérations dans les favelas, mais aussi d'anciennes armes utilisées par la police et remplacées par du matériel plus récent. Car la plupart du temps, les policiers doivent faire face à des trafiquants mieux armés qu'eux, notamment avec des fusils d'assaut. Un peu plus tôt dans l'année, l'armée a été déployée dans l'état de Rio pour faire face à une hausse de la violence. Il est 1h du matin, ce 14 juin 2017, lorsque les pompiers atteignent la cuisine de l'appartement 16 de la tour Grenfell, située au 4e étage. Ces images ont été révélées à la presse dans le cadre de l'enquête en cours pour déterminer l'origine du sinistre. La lueur jaune correspond au départ de l'incendie, au niveau d'un réfrigérateur situé non loin de la fenêtre ouverte. Les pompiers arrosent les flammes, puis referment la porte. À 1h20, ils pénètrent dans la cuisine pour venir définitivement à bout des flammes. Mais il est déjà trop tard. Le feu s'est propagé au revêtement extérieur de la tour, composé d'aluminium et de plastique. On voit sur les images, à droite de l'écran, capté par des témoins de la scène, l'embrasement général de la tour. Le sinistre fera plus de 70 morts et autant de blessés. Un musicien de jazz franco-américain, il s'appelle David Chenu, est recherché pour agression sexuelle sur mineurs au Texas. Sa piste mène partout, au Mexique, en Europe, partout, mais surtout nulle part. Le parcours de ce fugitif, notre Most Wanted, avec Mathieu Horstman. Nom Chenu, prénom David, né le 22 août 1978 à Nantes, recherché pour agression sexuelle sur mineurs. David Chenu est un musicien de jazz franco-américain. Il est soupçonné d'avoir agressé plusieurs mineurs et d'avoir eu un comportement indécent entre les mois de novembre et décembre 2007. Les faits se seraient déroulés à Austin, au Texas, où le musicien se produisait avec son groupe. Alors qu'il donne des cours de saxophone et clarinette dans le comté de Comal, il est arrêté le 6 septembre 2008 et immédiatement incarcéré. Mais un grand jury décide de le remettre en liberté après le paiement d'une caution de 200 000 $ et la confiscation de son passeport. David Chenu arrive tout de même à gagner le Mexique, puis sa piste est détectée en direction de l'Europe. Le service américain des Marshalls, chargé de retrouver les fugitifs, prétend savoir où ils se trouvent, mais ne pas vouloir le divulguer afin de préserver l'enquête et la possibilité d'une extradition vers le territoire américain. Les autorités des États-Unis ont confié être persuadées qu'il pourrait commettre de nouvelles agressions et elles promettent de le poursuivre jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Votre grand JT des faits divers se referme déjà. Il a été préparé par Mathieu Horstman, Marianne Murat, Olivier Chauve, Alexandre Lebert, Marie Aubazac, Guillemette Allard et Sarah Louchor. Merci à nos invités, Michel Bernard Requin et Philippe-Henri Honegger. Tout de suite, Claire-Elisabeth Beaufort dans le carrefour de l'info. On se retrouve demain.